Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herban. C'est l'heure de la rencontre et de la conversation avec nos deux invités. Ce midi, elles sont mères et filles et toutes les deux sont réalisatrices. La première est née dans le village de Der Hanna, à quelques kilomètres de Tibériade, dans une famille palestinienne marquée par l'exil. Une famille, un village qu'elle va elle-même quitter à l'âge de 23 ans pour devenir comédienne. La seconde, la fille, est née en France et questionne dans ses documentaires cette identité, cet héritage, l'histoire de sa famille, paternelle d'abord dans L'heure Algérie, docu sorti en 2020, et maternelle à présent avec Bye Bye Tibériade. Le film sort ce mercredi dans les salles. Bonjour Lina Swalem. Bonjour. Bonjour Yam Abbas. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux dans les midis de culture. Merci. Bye Bye Tibériade, c'est donc le titre de ce documentaire où vous, Lina Swalem, vous revenez sur l'histoire de Yam Abbas, votre maman qui est également présente ici, mais aussi sur l'histoire de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère. C'était ça d'abord l'idée de ce documentaire, raconter cette lignée, cette génération de femmes? Oui, pour moi, le film a toujours été l'histoire d'une transmission entre plusieurs générations de femmes, à la fois pour remonter le fil de la transmission, remonter à la source, en commençant par mon arrière-grand-mère, et retracer un petit peu tout ce qui a été transmis de femme à femme et de mère en fille, et aussi passer par ma mère, qui est la guide qui m'ouvre la porte vers toutes les autres femmes de la famille, autant sa mère et sa grand-mère que ses 7 sœurs, puisque ma mère vient d'une famille de 10 enfants, 8 sœurs et 2 garçons, donc il y a une présence des femmes qui est très importante et impactante. Et c'est ce que j'allais dire, c'est ça la force de ce documentaire, l'histoire de cette famille sur plusieurs générations de femmes. Yam Abbas, est-ce que vous pouvez me décrire l'affiche du documentaire? Il y a cette photo peut-être qui symbolise effectivement ce lien et ce geste de Lina. Oui, absolument. Il manque ma mère là-bas. En fait, c'est une photo de ma grand-mère avec moi à côté d'elle. Et Lina qui était encore presque bébé dans mes bras. Oui, il manque ma mère peut-être là-dedans, mais c'est une photo qui a été prise sur le balcon de chez mes parents. À savoir qu'à chaque fois que j'allais visiter là-bas, ma grand-mère, elle est venue et elle s'implantait sur toute la période parce qu'elle voulait vraiment pas rater une seconde de ma présence sur place. Quand vous dites là-bas, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu où on se trouve. On est donc d'abord au bord du lac de Tibériade et vous le faites d'ailleurs à plusieurs reprises dans le documentaire. Nous dire où on est, qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne d'horizon. Alors, je viens d'un village qui s'appelle Der Hanna, qui se trouve entre la ville de Akka, Saint-Jean d'Acre, oui. En français, merci Lina, et la ville de Tibériade et Nazareth, et pas loin de la frontière avec le Liban. Et donc, c'est pour ça, dans le film, quand je dis là-bas, c'est ça, là-bas, c'est ça. Donc, à l'ouest, c'est la mer, au nord, c'est le Liban. Un peu nord-est, c'est la Syrie, et à l'est, c'est la Jordanie. Et j'ai toujours vraiment pensé que ce village et cet endroit étaient presque une implantation dans une forme de prison avec laquelle j'avais pas accès aux frontières terrestres ni marines de cet endroit-là pour aller nulle part. Voilà, j'avais l'impression que j'étais entourée que par des pays arabes qui sont devenus par la suite interdits d'accès. C'est ça, il y a l'idée de frontières, d'enfermement. On va évidemment y revenir en détaillant le documentaire. Mais Lina Swalem, puisqu'on est aussi dans l'invocation des souvenirs, ceux de votre famille, ceux de cette terre aussi dont on vient de parler, cela passe d'abord par feuilleter les albums de photos. لينا أول مرة أخذتك على دير حنا شايفة؟ هاي أنتي الصغيرة مع ست وأم علي وهاي أنا وهاي أمي. Et moi, je ressemble à qui, du coup? À personne. Et là, c'est nous 4. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Der Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne.
Tourne-toi un peu vers la caméra. À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Alina, parce que je suis partie. Beaucoup de tendresse et de douceur dans cette bande-annonce, d'humour aussi. On va y revenir bien sûr de ce documentaire Bye Bye Tibériade qui est en salle ce mercredi 21 février. On l'entend. D'abord, l'idée c'était de raconter l'histoire de ces femmes, mais vous vous êtes heurté à une phrase de votre mère, Lina Swalem. N'ouvre pas les douleurs du passé. Quelles sont ces douleurs ? Justement, je pense que c'est un film que je pensais ne pas réussir à faire jusqu'au moment où j'ai commencé à le faire, parce que j'ai toujours eu cette peur de réveiller des douleurs, puisque j'étais consciente du fait que l'histoire de mes grands-parents, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, étaient des histoires douloureuses, puisque je les avais déjà entendues, alors pas toujours avec tous les détails, mais en même temps, les femmes de la famille nous ont, en tant qu'enfants, toujours beaucoup protégés de cette dureté, et nous ont transmis énormément d'amour et de joie. Donc j'avais la sensation qu'il était possible de raconter cette histoire sans être que dans la douleur et dans le tragique, mais aussi en mettant en avant leur force, leur combativité, leur humour, leur amour. Et donc j'ai un peu insisté, même face à cette phrase-là, puisqu'en plus j'apprends par ma mère qu'elle-même a voulu poser des questions sur cette histoire et que cette phrase lui avait déjà été répétée avant. N'ouvre pas les douleurs du passé. Yamabas, c'était vous la dernière gardienne du silence, en quelque sorte. Oui, j'ai l'impression, parce qu'en fait, sans vouloir le faire, je suis née première génération, donc première héritière de cette histoire, de cet exil, par deux femmes quand même très fortes, trois femmes même, parce qu'on parle de ma tante aussi, qui a fini dans le camp de Yarmouk à Damas en 48. Donc ma grand-mère, ma mère, ma tante, et toutes les autres femmes de la famille, j'ai aussi l'histoire de ma grand-mère paternelle qu'on ne raconte pas dans cette histoire, mais tout cet héritage a été quelque chose de très lourd à trimballer en fait, même en tant qu'enfant. Ça vous fait poser beaucoup de questions, savoir se déplacer, décéder des choses de votre vie et de ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et comment on attaque même l'amour de savoir sans heurter. Mais en fait, je ne savais pas du tout que j'allais moi-même, à certains moments, être aussi incluse dans cette lignée et de cette douleur de ne pas réveiller les choses du passé. Parce que moi-même, en traçant mon histoire, j'ai aussi tracé un chemin qui n'était pas facile, donc qui était douloureuse pour moi et pour les autres. Donc c'est pour ça aussi, j'avais l'impression de me trouver dans la même situation à répéter à Lina, qu'est-ce que tu cherches ? C'est ça. Donc, c'est... voilà. Toutes les histoires de famille sont compliquées, on ne va pas se le cacher. À l'origine de ce projet Lina Swalem, il y a un producteur qui vous parle à toutes les deux d'ailleurs et qui vous dit on va faire quelque chose, une série sur ces villes palestiniennes. Un projet qui ne se concrétise pas, mais qui éveille en vous ce souvenir de Tibériade. Les premières douleurs, c'est effectivement cet exil de votre gros-parents, arrière-grand-mère, effectivement, qui vit à Tibériade. On est en 1948. C'est le moment de la Nakba, la guerre entre Israël et les pays voisins arabes. Et donc, il y a ce premier exil qui est le souvenir le plus ancien, en fait, et la douleur originelle, en quelque sorte. Oui, en fait, c'est le moment qui a marqué tous les destins de la famille et tout le parcours, le destin de ces femmes. Parce que c'est à ce moment-là que les rêves de ma grand-mère, par exemple, ont été brisés et que du coup, elle a dû quitter l'école où elle était en train d'étudier à Jérusalem, qui était une école très prestigieuse qui formait des jeunes filles à l'enseignement. Elle a dû accompagner sa famille dans l'exil. Mon arrière-grand-mère a perdu mon arrière-grand-père, qui lui est mort des conséquences de la Nakba, ayant perdu ses terres. Il était éleveur et agriculteur. Ayant perdu sa maison, il a... Mort de chagrin, vous dites. Oui, de folie et de chagrin. Ouais. Ça, c'est ce que ma mère... C'est ce que j'ai entendu toute mon enfance, en fait. Il est où, mon grand-père ? Qu'est-ce qui s'était... J'ai un autre grand-père qui est mort normalement, et celui-là, ça a été toujours... Il est devenu
il était tellement triste qu'il est mort de chagrin et de folie. Il a perdu la tête, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est ça qu'on se demande toujours quand il y a des événements comme ça, historiques et collectifs, qui impactent autant l'intime. On se demande non seulement qu'est-ce qu'aurait été cette famille, quel aurait été leur destin si elle n'avait pas été expulsée de Tibériade ce jour-là, et aussi comment cet événement, comment ce collectif a impacté les histoires les plus intimes et les relations entre les gens. Quand l'album de photos familiales devient effectivement un livre d'histoire, c'est aussi ce que vous racontez dans ce documentaire. Alors, ce qui est aussi très riche dans ce film, Lina Soualem, c'est que vous arrivez à imposer, en quelque sorte, à votre mère qu'elle devienne l'un des personnages de ce documentaire, puisque Yam Abbas, à un moment donné, vous lâchez prise et vous dites à Lina, voilà, ce sera ta vision, ton histoire, ta façon de raconter, et vous vous laissez porter par ce qu'elle va vous demander de faire. Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire, en fait ? En fait, vous l'avez dit au départ, quand cette idée de ce documentaire, cette série de documentaires est arrivée, ça a été proposé à moi. Mais moi, je savais que vraiment, moi, c'était, on me propose un rôle, je le fais, ou si j'ai une fiction, je l'écris, ou je la reçois, je retravaille et je la fais. Là, c'était pas le cas. Donc, je trouvais que Lina était la bonne personne. Surtout, elle sortait avec leur Algérie, avec le film, et elle était déjà en train de réfléchir à ce côté-là, de son côté maternel. Donc, je trouvais que l'occasion a été vraiment le moment idéal pour interroger en fait cette histoire. Et pour Lina, l'interrogation ne pouvait pas se porter sur des choses qu'elle ne connaît pas. Au contraire, elle voulait sortir de l'intime pour pouvoir y arriver. Donc, quand elle m'a proposé d'en faire partie, c'est comme si je m'attendais vraiment à un rôle, en fait, comme d'habitude dans le côté classique de la chose. Je reçois un scénario, un rôle, je le fais, j'accepte pas, ça dépend. Là, c'était plus compliqué parce que on me demande d'être moi-même devant la caméra, une caméra frontale, avec l'œil de ma fille derrière. Et il a fallu un temps d'accepter le processus, d'accepter cet exercice, cette dynamique que je ne connais pas, cet exercice que je ne connaissais pas, et aussi permettre à Lina de trouver aussi ce qu'elle voulait raconter de ces femmes-là et me mettre à la place juste qu'elle voulait et qu'elle cherchait pour qu'elle puisse raconter son histoire. Donc à un moment, effectivement, avec toutes les réticences que je pouvais avoir à l'époque, je savais qu'il y a un moment, il a fallu dire oui, et j'ai dit oui, parce que j'ai compris aussi que c'était un film pas sur ma carrière, pas sur ma personne. C'est un film qui allait me placer dans une responsabilité de narration, en fait, qui concernait d'autres femmes. Et que je suis devenue partie d'un puzzle qui concernait d'autres histoires. Mais mon histoire était très importante parce que j'étais le lien légitime entre Lina et ces d'autres histoires. On se demande, Lina Soualem, comment on en vient à raconter l'histoire de sa propre famille. Alors, vous l'avez déjà fait dans Leur Algérie, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous avez la chance d'avoir une maman actrice, réalisatrice, et un papa aussi dans le cinéma. Et donc, vous avez un matériel incroyable à disposition. On a parlé des photographies en noir et blanc que vous feuilletez à plusieurs reprises avec votre maman, avec vos tantes aussi. On va parler de ces films familiaux, donc tournés par Zinedine Soualem, votre père, dans les années 90. On vous voit, vous, petite. On voit les mariages aussi à l'époque. On voit vos vacances là-bas en Palestine. Et puis, il y a des images d'archives aussi qui viennent rappeler les moments historiques dans les années 40. On en a déjà dit un petit mot. Et puis ce texte que vous avez écrit et que vous demandez à votre mère de lire face à la caméra. Oui, en fait, le film s'est construit sur plusieurs années. On a écrit à la fois avec ma co-scénariste Nadine Naous et avec la monteuse Gladys Joujou qui avait aussi monté Leur Algérie. Puisque comme c'est un film qui s'est écrit à partir d'images aussi, on écrit tout au long du montage aussi. J'ai eu la chance d'avoir ces images que mon père filmait dans les années 90 lors de nos visites au village de ma mère et quand on visitait aussi tous les environs. Pour moi, c'est un héritage visuel qui est devenu un point de départ de tous mes films d'ailleurs. Enfin, j'en ai fait que 2, mais de mes 2 films en tout cas. Parce que en les regardant en tant qu'adulte, j'y ai vu aussi des choses que je ne maîtrisais pas et je conscientisais pas à l'époque. Le fait que mon père ait voulu garder des traces de ce qu'il voyait, comme si lui aussi avait un pressentiment d'une possibilité de disparition. Et aussi, comme si lui voulait m'inscrire dans quelque chose.
voulais m'inscrire dans cette lignée de femmes, dans l'histoire de cette famille, dans des traditions qui vont peut-être disparaître, dans des lieux qui vont être transformés, puisqu'il y a toujours eu une présence militaire très forte et des guerres à l'extérieur aussi qui impactent le paysage et la géographie. Et donc, pour moi, c'était un point de départ, mais en même temps, il y a toute une histoire collective qui n'est pas racontée, puisque l'histoire des Palestiniens n'est pas officielle, n'est pas écrite et niée, surtout. Et donc, pour raconter une histoire personnelle où il y a des trous de mémoire du fait de la douleur, dans une histoire collective qui n'est pas racontée, il s'agit d'aller collecter toutes ces mémoires dispersées, et ça passe à la fois par collecter les photos, se baser sur des images visuelles des archives, et aussi réécrire notre histoire avec nos propres mots, pour qu'on puisse exister chacune, en tout cas, je voulais faire exister chacune des femmes dans leur individualité, dans leur complexité, tout en les liant aussi à l'histoire collective. Donc moi, j'ai un peu entrepris pour moi, c'est pas une enquête, c'est pas une investigation, il n'y a pas de secret, mais c'est un puzzle qu'il faut reconstituer. Un puzzle avec des figures de la famille qui sont donc toutes des femmes. Yamabas Oumali, votre grand-mère, Néhémet, votre maman, et puis vous avez parlé aussi de votre tante Asnié, qui sont toutes au cœur de cet endroit dont on a parlé, cette zone nord d'Israël où il y a aujourd'hui encore Tibériade, effectivement, et ce lac. Et ça me fait penser à cette thématique de la frontière dont on a parlé tout à l'heure, qui est très importante, puisque même vous, enfants, vous commencez à comprendre que, de l'autre côté de la frontière, il y a des membres de votre famille. Absolument. En fait, ça, je le savais vraiment pas, mais très vite, en grandissant, parce que on voit la douleur en fait de cette séparation qui vit au quotidien avec ma grand-mère ou ma mère. De part de sa sœur d'ailleurs vraiment, et ma grand-mère c'est aussi ses frères et sœurs. Mon autre grand-mère paternelle, encore une fois qui n'est pas dans le film, pareil en fait, elle venait d'un village qui était sur la frontière d'Israël avec le Liban, et toute sa famille a vraiment été chassée juste à 10 mètres de la frontière, et ils ont fini au Liban. Donc tout ce monde-là était un monde méconnu pour moi, mais j'avais l'impression de grandir avec une partie de mon sang qui existait dans ces pays voisins dont je n'avais pas accès. C'est ça le drame de tout. D'ailleurs, votre grand-père dit, si je ne dis pas de bêtises, au moment où il quitte donc Tibériade en 1948, il part vers le nord. Et il dit, si je franchis cette frontière, il n'y aura plus jamais de retour en arrière. C'est par miracle, en fait, par un pressentiment, il a dit à ma grand-mère, je n'avance plus parce que j'ai l'impression que ce sera sans retour. Alors, et lui, il savait pas, parce que la frontière, elle n'était pas tracée à l'époque. C'était des pays un peu ouverts l'un vers l'autre. Mais, et ma grand-mère, elle voulait vraiment suivre sa fille parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir l'idée de vivre sans sa fille. Donc, elle voulait suivre sa fille. Et mon grand-père a insisté, et ils se sont cachés pendant 2 jours sous les oliviers, en fait, et ils commençaient à rebrousser chemin. Et c'est ça qui a fait que, parce que Lina parlait de ses destins, en fait, les destins qui s'est tracés pour chaque famille à l'époque, comme beaucoup d'autres familles qui ont fini, certains aujourd'hui sont à Gaza, d'autres en Cisjordanie, d'autres en Jordanie, et on ne sait pas, en fait, le destin du peuple palestinien de cette Nakba vraiment de 48, ça s'est tracé d'une manière tellement différente d'une famille à l'autre, mais avec beaucoup, beaucoup de déchirements familial. Familiaux. Le tour de force de ce documentaire, Lina Soualem, c'est de mettre des visages sur ce que sont ces destins palestiniens, en quelque sorte. Oui, pour moi, c'était important parce que tout ce que je connais de la Palestine m'a été transmis par ma famille, et tout ce que j'ai reçu comme valeur ou comme histoire n'ont été toujours que des choses qui m'ont énormément enrichi, inspiré, et j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi, dans le regard des autres, c'était perçu tellement différemment, de manière hyper stigmatisée, binaire, négative, alors que tout ce que moi je voyais de la Palestine et ce que je recevais était extraordinaire. En plus, ma mère étant comédienne, j'ai eu la chance de côtoyer tout un milieu artistique aussi, d'artistes, d'acteurs, d'actrices, de réalisatrices, d'écrivains palestiniens. Il y a une richesse culturelle qui est très importante, qui m'a fortement influencée. Et en même temps, même le parcours de chaque femme de ma famille, pour moi, est presque comme le parcours d'une héroïne dans une épopée. C'est-à-dire que ce qu'elles ont réussi à faire malgré le déplacement et l'exil est vraiment miraculeux. Et pour moi, je voulais juste transmettre ça, ce que j'avais reçu. Et finalement, je me rends compte
à quel point, bon, je le savais, j'en étais consciente, et je pense que j'en suis encore plus consciente aujourd'hui au vu de la déshumanisation terrible des Palestiniens dans les médias, dans l'espace public, dans le discours public mondial, pas que français par ailleurs. Je me rends compte à quel point ce désir de leur redonner leur individualité, ça vient aussi du problème de la perception extérieure, comme si on ne pouvait pas exister dans notre entièreté, dans notre complexité. Et pour moi, c'est important à la fois de leur donner leur importance à titre individuel, de les laisser exister dans leur force, mais aussi leur vulnérabilité, en tant que femmes, en tant que palestiniennes. Et en même temps, je voulais les réinscrire dans une histoire collective, parce que ce ne sont pas que leur parcours, mais c'est aussi le parcours de milliers d'autres Palestiniennes et Palestiniens. Et c'est pour ça que j'ai voulu trouver des archives historiques. Moi, je rajoute, juste si je me permets, je rajoute un petit truc par rapport à ça, parce que ça m'intéresse énormément, en fait. J'ai l'impression que ce que je trace beaucoup dans mon travail, c'est donner des histoires personnelles à quelque chose qui passe au monde ou à l'univers d'une manière collective. En fait, et c'est souvent pour nous, en revanche, les Palestiniens, c'est des chiffres. On ne voit que des chiffres. On n'a pas d'histoire personnelle, on n'a pas de visage. Et donc, c'est important, oui, effectivement, pour moi, c'est très important de donner des visages et des histoires à ces chiffres qu'on voit pour individualiser la parole, pour qu'on ait un attachement encore différemment à ces gens que les chiffres qu'on entend dans le média ou sur l'espace public. Les victoires israéliennes sont nombreuses, elles ne sont pas toutes politiques ou militaires. Il y a également une tentative de remporter une victoire littéraire, c'est-à-dire de contenir la littérature palestinienne dans un carré extrêmement étroit qui ne traite que du rapport avec l'autre israélien. L'occupation israélienne et les conditions qu'elle crée enferment ou désirent enfermer l'écrivain palestinien dans un domaine extrêmement limité et restreint qui est la littérature engagée, et ce qui aujourd'hui a une connotation péjorative. Et c'est pour cela que j'estime que l'écriture, l'acte d'écriture en dehors de ce carré extrêmement étroit est un acte de résistance véritable, car cela nous permet de résister aux conditions d'écriture qui nous sont imposées. La voix du poète palestinien Mahmoud Darwish, c'était en février 2003 sur France Culture. Yam Abbas, on l'écoute parce que c'est l'un de vos poètes préférés, que vous le citez régulièrement. Il parle, dans ce qu'il vient de dire, ça m'a beaucoup fait penser à votre histoire aussi, l'enfermement de celui ou de celle qui écrit, l'acte de résistance. Vous aussi, vous avez écrit beaucoup, adolescente, de la poésie. Est-ce que vous aviez ce même sentiment, cette même sensation que lui d'être enfermé ? Oui, absolument. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas la seule Palestinienne qui vraiment parle de Mahmoud Darwish et de ce qu'il nous a laissé en tant que littérature et poésie magnifique, qui nous a bercé d'ailleurs pendant tout moment, en fait, les moments de joie, les moments de tristesse, les moments de déchirement, les moments de déracinement. C'est quelqu'un qui a su tout dire sur tout ça, et c'est pour ça j'ai une attache énorme en fait envers sa poésie et sa parole. J'ai l'impression en fait que toute création palestinienne effectivement a été infligée un peu dans un devoir patriotique, mêlant quelque part d'une forme de résistance, et que c'est vrai, moi aussi, à certains moments, j'ai trouvé que l'étouffement de tout ça était aussi un grand poussé intérieur de moi de vouloir aller visiter ces espaces qui peut-être permet une forme de liberté autre, et comme il le dit lui, de résistance autre à cet enfermement et à cet emprisonnement en fait qui était très difficile au quotidien, parce qu'il y a une forme de justification tout le temps. C'est comme si on peut pas aimer, on peut pas rigoler, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, parce que il a fallu que tout a un sens politique quelque part. Et dès que vous faites quelque chose en tant qu'artiste, en tant que actrice et en tant que réalisatrice, on vous colle l'étiquette engagée, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui on m'a collé beaucoup de choses, mais c'est pas grave.
J'accepte tout du moment où moi je sais quel est l'espace dans lequel je veux être et je veux me présenter en fait. Et effectivement, cette poésie dont vous parlez quand j'étais jeune, j'ai l'impression qu'elle a été un échappatoire à tout ça. Donc c'était l'endroit où je peux respirer sans qu'on me demande mon identité, ma féminité, ma place dans la tradition ou ma place de palestinienne dans ce conflit. Donc, et c'est exactement les mots de Mahmoud Darwish. En fait, c'est vraiment ces espaces d'existence métaphorique concret, imaginaire, dans lequel on a envie d'exister sans aucune justification et on n'a pas envie de dire aux gens pourquoi on les a choisis. Et vous les avez lus, ces poèmes écrits par votre mère adolescente, Lina Soualem. Comment on réagit quand on entre comme ça aussi dans l'intimité de sa mère? J'étais assez fascinée, c'était vertigineux. Déjà parce que je savais pas qu'ils existaient. Elle a mis du temps à m'en parler, parce que les premières semaines de tournage, quand je la filmais, je lui demandais si elle avait ramené des choses avec elle du village de Galilée jusqu'en France. Puis au début, elle me disait oui, j'ai ramené un bol. Je disais je vais essayer de filmer ce bol, mais je sais pas quoi faire avec. Puis un jour, elle me dit mais j'ai peut-être quelques photos, puis elle me sort une enveloppe. Donc là, on a une scène dans le film où je découvre avec elle les photos et puis ces carnets où elle me dit qu'elle écrivait de la poésie. Et en fait, c'est ce qui m'a fascinée, c'est que déjà j'ai accédé à l'imaginaire de ma mère enfant, donc on ne connaît pas ses parents avant qu'ils soient nos parents. Ça n'existe pas. Et en même temps, je me rendais compte à quel point toutes ces aspirations, ces désirs d'ailleurs, ces rêves d'autres choses, de voir au-delà de la frontière, les émotions qu'elle pouvait ressentir en lisant un livre, en lisant des poèmes, qu'elle racontait d'ailleurs dans ses poèmes parfois, ça vient de très jeune. Et je trouve que ça dit énormément sur la force de la psyché des enfants, de ce qui nous est transmis depuis un jeune âge. Et puis aujourd'hui, ça me renvoie énormément aussi à tous ces enfants à Gaza qu'on voit complètement soit tués, soit isolés, soit orphelins, soit amputés de manière tragique, et dont tous ces rêves, toutes ces aspirations ne seront ni connues et peut-être ne pourront pas fleurir. Et je trouve ça tragique. Et je pense que c'est ce qui m'a fascinée dans ce que j'ai découvert des textes de ma mère. C'est que je me suis dit, aujourd'hui, je la vois en tant qu'adulte. Elle qui a réussi à atteindre certaines de ces aspirations-là, alors que la petite, entre 14 et 19 ans, n'avait aucune idée de ce qui allait advenir. Yam Abbas, on l'a dit, vous vous sentez enfermé quand vous êtes jeune dans cet endroit, dans ce territoire, dans votre famille, dans votre village, parce que vous avez envie de casser cette frontière, de passer de l'autre côté. Et donc vous allez quitter votre village à l'âge de 23 ans en 1988. Vous allez aller à Londres, vous aurez un premier mari, et puis ensuite vous viendrez à Paris pour devenir actrice et comédienne, où vous rencontrerez le père de Lina. On rentre un peu dans le détail, mais parce qu'il y a cette dualité aussi en vous, l'idée d'être aussi tout le temps rattaché à cette terre. Et d'ailleurs, vous emmènerez Lina sur ces terres-là durant son enfance, pendant les vacances. C'est un lien, en plus de la langue que vous lui avez transmise, la langue orale, l'arabe palestinien. Toujours, en fait. J'ai l'impression qu'on ne peut jamais se détacher de son passé. Malgré le fait que je dis c'est contradictoire, mais c'est ça qui fait la richesse des gens aussi, c'est le côté contradictoire de la vie. Les contradictions font l'humain, déjà. Beaucoup de philosophes ont parlé de ça. L'idée de cette terre, l'idée de ce lieu, c'est aussi tout ce que j'ai laissé derrière et que j'aime et qui m'aime. Donc c'est un attachement à vie en fait. Quand on sait que les parents ils sont là-bas, quand on sait que l'enfance elle est enterrée là-bas, quand on sait que une partie de la famille elle est encore là-bas et il y en a beaucoup et on a envie aussi de garder ça. C'est aussi la source de toutes les valeurs que j'ai reçues en tant qu'enfant, tous les rêves qui m'ont amené à ici. Donc je serais ingrate aujourd'hui si je tourne le dos à tout ça et que je me dis c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Aujourd'hui aussi, le conflit, il est malheureusement, il n'est pas résolu. Donc, tant qu'il n'est pas résolu, j'ai l'impression que
encore et davantage, j'aurai toujours une attache et un attachement à ce lieu, aussi pour pouvoir peut-être contribuer quelque chose de moi pour faire avancer une machine de conflit et de séparation, et que c'est voilà, pour moi c'est plus possible en fait. Du coup, oui je tiens et oui je tiens aussi à transmettre ça, parce que c'est important. La transmission, elle fait aussi la construction de la jeune génération. C'est la mémoire, il faut la tenir vivante. En fait, il faut pas interdire et il faut pas tuer la mémoire de l'un pour enrichir la mémoire de l'autre. Lors d'une des projections, vous avez lancé au public, Yamabas, c'est une bouteille à la mer que Lina jette, vous en ferez ce que vous voudrez. Comment vous l'avez compris, Lina Swalem ? Je pense que c'est l'acte de faire ce film, c'est pas d'imposer quoi que ce soit, ou je pense que nous, on avait envie de capturer ce qu'on nous avait transmis pour le transmettre et créer des ponts. Mais c'est pas évident de le présenter en ce moment. Bien sûr. Et en même temps, ça nous permet d'avoir une voix, d'avoir une place. À un moment, on a l'impression d'être étouffé et silencé aussi de par le contexte et la déshumanisation et la binarité des choses. Et en fait, on veut garder notre voix, puisque c'est aussi ça. Je pense que ça rejoint ce que Mahmoud Darwish dit. En fait, les Palestiniens, soit on parle d'eux, soit on parle à leur place. Est-ce qu'on peut nous parler en notre nom, et chacune et chacun avec notre individualité selon notre histoire? Parce que c'est pas une masse homogène qui existe en dehors du monde, en dehors de tout. Comme Gaza, comme le dit l'écrivain Karim Katan, Gaza n'est pas une abstraction, c'est des gens, c'est des vies, c'est des cultures, c'est des vies quotidiennes et une histoire et des richesses aussi culturelles. Et donc, on veut pouvoir exister dans notre entièreté, dans notre complexité, sans rien imposer. Donc, chacun est libre de recevoir le film comme elle ou il a envie, selon son histoire, ses émotions, sa propension à recevoir, à partager, à transmettre aussi à nouveau. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herpont. Toi, tu voulais transmettre quoi à tes enfants? J'aurais voulu leur transmettre la culture algérienne, quoi, le din, la politesse, enfin tout, quoi. Eh ben, j'ai pas réussi. Ben, on est bien élevés, je trouve. Ben oui, qu'est-ce qu'il On est polis. Mais elle dit j'ai pas réussi. Mais non, si, mais c'est parce qu'elle raconte. Tu racontes n'importe quoi. Elle rigole tout le temps. Dès que tu lui parles de choses sérieuses, elle rigole. Ou elle dit je m'en souviens plus, ou elle rigole. Et j'ai rien dit, je la regarde même pas. Le rire de votre grand-mère paternelle, Lina Swalem, extrait de L'heure Algérie, votre premier documentaire sorti en 2020. Rire communicatif, faut bien le dire, mais qui symbolise quelque chose. Le silence des grands-parents, on en a dit un tout petit peu un mot tout à l'heure. Et le rire comme seule réponse. Vous aviez besoin de la caméra, de cet objet, de cette distance, de cette protection peut-être, pour aller poser des questions, là, dans ce cas-là, à la famille de votre père? Oui, je pense que sans cet acte de vouloir faire un film sans caméra, j'aurais pas eu la force de dépasser la pudeur, le silence. Je pense que la caméra, c'est devenu comme un prolongement de moi-même, qui en même temps me permettait d'aller vers ma famille, et en même temps me permettait d'être un peu protégée de ma position de petite fille qui n'ose pas poser des questions, parce que du coup je trouvais un équilibre entre ma position de petite fille et celle de réalisatrice, et la caméra m'a donné la force et le courage d'aller poser ces questions-là et de faire face, et surtout de mieux comprendre ce que signifiait le silence ou ce que signifiait le rire, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps d'écouter, de comprendre que le silence traduisait non pas un secret, mais une douleur qui est celle du déracinement et de l'exil, et que le rire, c'était une manière aussi de se protéger de cette douleur, d'avancer, de continuer à transmettre malgré la souffrance. Et de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu, c'est aussi ce que vous disiez. Vos grands-parents sont arrivés d'Algérie en Auvergne, votre père est né en Auvergne, et de l'Algérie, vous n'avez quasiment rien reçu, à part la nourriture. C'est ce que vous dites avec un grand sourire. Mais... Oui, en fait, ce que je connaissais de l'Algérie, c'était la visite de mes grands-parents en Auvergne, où ils avaient reconstitué un peu un cocon de leur Algérie, donc qui passait par un peu la musique qu'on écoutait,
quelques expressions et anecdotes, la nourriture évidemment, quelques références, mais ils nous transmettaient pas l'Algérie, on parlait pas de l'Algérie, j'entendais pas parler de l'Algérie, comme si c'était trop douloureux pour eux de transmettre quelque chose qu'ils avaient perdu et auquel ils n'avaient plus accès. Pas physiquement, parce qu'ils peuvent y aller, mais comme si l'exil avait créé une rupture énorme et une dérive. Et donc, à travers le film, j'avais envie de les reconnecter et surtout de leur redonner la parole, un peu comme ce qu'on disait plus tôt, qu'ils puissent s'exprimer dans cette complexité, parce que finalement, c'est des parcours aussi difficiles à raconter parce qu'ils sont pleins de paradoxes. C'est-à-dire que les Algériens qui sont arrivés en France avant l'indépendance algérienne sont devenus Algériens tout en vivant en France à l'indépendance, et beaucoup sont restés en France, alors qu'ils se sont battus contre la France pour leur indépendance. Donc c'est un parcours qui paraît paradoxal, qui est difficile à transmettre. Mais j'ai compris que pour eux, repartir, c'était difficile, puisqu'ils avaient mis du temps à trouver un ancrage. Leurs enfants sont nés en France, donc ça voudrait dire un autre déracinement pour les enfants. Ouais. Et puis, économiquement, il était difficile d'envisager un départ de nouveau. Et toutes ces choses-là, elles sont difficiles à comprendre quand transmises à l'oral, et elles se lisent parfois dans les corps et dans les émotions plutôt. Et dans ces émotions, Yam Abbas, je vous interroge comme réalisatrice. Il y a aussi le travail de votre fille, qui est beaucoup plus présente dans ce deuxième documentaire, Bye Bye Tibériade, et qui vous fait passer aussi par de nombreuses émotions, notamment dans une des séquences, qui est une séquence commune aux deux documentaires, qui est le retour à la maison familiale. On va terminer là-dessus. Elle est forte pour vous faire pleurer aussi. Oui, elle est forte. En fait, elle est forte parce qu'elle savait très bien par où accéder à l'émotion et parce qu'elle a vu aussi que, par exemple, quand j'avais des difficultés à certains moments pour raconter certaines histoires, elle a pris ma vocation d'actrice et elle vous fait jouer des scènes. Exactement. Ouais. Elle l'a bien utilisée dans son film pour pouvoir raconter des fois ou s'approcher de quelque chose qui n'était peut-être pas facile à dire. Donc vous avez aussi découvert une facette de votre fille. En fait, dans ce film, vraiment, le premier film, comme elle n'était pas encore réalisatrice et qu'elle l'a fait, c'était une surprise. Après, c'est comme une première expérience dans la vie et on ne sait pas si on va continuer ou pas. Au deuxième, d'ailleurs, la première chose que je lui dis, une fois que je l'ai vue, je lui dis, là, tu as prouvé que tu es réalisatrice et tu as trouvé ton style. C'est confirmé. Merci beaucoup, Yam Abbas et Lina Soualem. Merci d'être venue dans les Midis de Culture. Bye Bye Tibériade, ce documentaire que vous réalisez, Lina Soualem, sur l'histoire notamment de votre mère et de votre famille maternelle, sort en salle ce mercredi. Nous terminons rapidement en musique. Nous avons sélectionné 2 chansons, l'une en référence à la mère, l'une en référence à la fille. Vous me voyez venir. Laquelle souhaitez-vous écouter, mère ou fille? Allez, fille. Allez, fille. Je suis quand même mère. Patience, ma fille, adesi la focata y panta. Patience, ma fille, adesi la focata y panta. A la traca pour moi, pour dire mon mère, pour maman déclaré, il faut marier. Si vous venez, c'est vrai, mais vous faites court. À la traca pour moi, qu'est-ce que j'ai d'âme. Merci encore à toutes les deux d'être venues dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Wendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Nicolas Berger qui réalise l'émission et la prise de son ce midi, Ludovic Augier. À demain.